Alors bonjour à tous et bienvenue dans La Parole aux Arbitres, l'émission qui donne la parole aux arbitres dans sa nouvelle édition, le nouveau format pour l'année 2017. Et avec nous pour nous accompagner en cette nouvelle année, j'ai nommé le blogueur d'Arbitrez-vous, Eric Virotius. Bonsoir Eric. Bonsoir à tous. Avec nous également pour cette nouvelle année, nous avons également le blogueur d'Arbitrage 57, Lionel Schindler. Bonsoir Lionel. Bonsoir Ludovic, bonsoir à tous, meilleurs vœux pour la nouvelle année. La bonne année à tout le monde en effet. Et donc pour débuter cette année 2017, on va comme à l'accoutumée donner la parole à Eric Virotius avec sa chronique actualité, la chronique d'Eric Virotius. Jingle. Oui, non, mais je vais commencer donc cette rubrique par les désignations de notre championnat du monde organisé en France, championnat du monde de handball, où nous avons pour la première fois un binôme d'arbitres féminins, Jules et Charlotte Bonaventura, qui officient sur un championnat du monde masculin. Elles ont arbitré aujourd'hui le match Biélorussie contre Croatie, et notre binôme masculin qui lui a arbitré le derby entre l'Égypte et le Bahreïn. Ce lundi, ils avaient déjà arbitré un match avant, donc on leur souhaite bonne chance pour la suite. En CAF, j'ai également publié les désignations des 8 premiers matchs de Coupe de CAF. Donc on a les 16 arbitres africains qui sont désignés sur cette compétition. Aujourd'hui, il y avait le match République démocratique du Congo contre le Maroc qui était arbitré par le malgache Amada Ampriyanzaba. C'est pas facile à dire. Et le match Ghana-Ouganda qui est arbitré par Joshua Bondo du Botswana. On a aussi quelques petites nouvelles à vous donner. C'est les nouvelles de la Coupe de la Ligue. Les demi-finales ont été désignées. Girondins de Bordeaux, Paris Saint-Germain, ce sera Clément Turpin qui officiera sur ce match. Et le match AS Monaco Nancy-Lorraine sera arbitré par Rudy Buquet. Quelques petites nouvelles aussi des agressions multiples qui ont eu lieu depuis le début de la saison. Des chiffres ont été donnés par l'Observatoire national d'études de la violence. Ces chiffres ne concordent pas tout à fait avec la vraie réalité, puisqu'en fait ces chiffres sont souvent liés aux informations que veulent bien transcrire ou transmettre les ligues ou les districts. On dénombre à peu près une quarantaine d'agressions depuis le début de l'année, dont la dernière a eu lieu ce week-end dans la Ligue de Nouvelle-Aquitaine, où des arbitres ont été giflés à la fin d'un match de Régional 3. Je reviendrai là-dessus un peu plus avant dans le blog quand j'aurai des informations plus intéressantes à donner. Et puis on a aussi les agressions qui ont eu lieu au mois de décembre, où on attend des sanctions des commissions de discipline. Et enfin, on va signaler quand même la reprise de notre collègue Karim du district du Val-de-Marne, qui a repris ce dimanche ses activités d'arbitre, après avoir été horriblement et sauvagement agressé 2 jours après la rencontre à la sortie de son travail par un joueur auquel il avait mis un avertissement. Voilà, c'est des scènes dont j'ai particulièrement horreur, et je pense qu'on devrait se pencher bien évidemment sur ces phénomènes de violence qui pourrissent le foot amateur et qui ne font pas honneur à ceux qui en sont les fautifs. Voilà pour moi, mon petit Ludovic. Eh bien écoutez, merci beaucoup. C'est le moment justement pour nous de passer à la deuxième partie de notre émission.
nous allons parler du débat de la semaine. Jingle. Et donc justement, au cœur de l'actualité, on va dire que ça date plutôt de la semaine dernière. En réalité, on va revenir sur un événement qui avait eu lieu le 3 décembre, le match entre Metz et l'Olympique Lyonnais, au cours duquel eh bien, l'arbitre du match, qui était, si je ne dis pas de bêtises, Lionel Jaffredo, a arrêté le match suite à des pétards, tout simplement, qui ont été lancés sur le terrain et qui ont touché notamment le gardien de l'Olympique Lyonnais, Anthony Lopez. Donc pour le coup, la commission de discipline qui avait d'abord en premier lieu fermé la tribune responsable des faits, a finalement fini par prononcer la sanction envers le club de Metz, à savoir 3 points de suspension, dont 1 avec sursis, et le match contre l'Olympique Lyonnais a rejoué. Donc on a notamment auprès des gens qui suivent l'actualité sur la page, on a pu voir notamment Kevin Villain commenter avec véhémence cette décision, puisqu'il nous dit, je cite, « Enlever 2 points, vraiment ridicule, ça pourrait arriver dans n'importe quel stade, match rejoué ok, mais retrait de points, y aurait-il eu la même sanction si cela s'était passé au Parc OL ?» Donc messieurs, moi je vous pose la question, qu'est-ce que vous pensez de cette décision? Est-ce qu'elle vous semble assez logique? Il faut savoir que c'est quand même une nouveauté, hein, ce genre de décision, en tout cas en France. Qu'est-ce que t'en penses toi de ton côté, Lionel? Oui, alors j'ai fait quelques recherches sur Internet. On a eu un match il y a 4 ans entre Monaco et Le Mans qui avait donné lieu à des incidents en Ligue 2 à l'époque avec les supporters de Monaco qui s'étaient distingués. Monaco s'était vu retirer avec sursis 2 points et avait fait appel par la suite auprès de la commission d'appel de la Fédération française de football qui avait annulé le retrait de 2 points prononcé contre l'AS Monaco et avait maintenu le match à rejouer à huis clos. Là, donc, actuellement, le président Bernard Serin du FC Metz hésite à faire appel devant la commission supérieure de la fédération qui peut alourdir la sanction prononcée par la Ligue. La seule solution, à mon avis, qui lui reste actuellement, c'est de porter l'affaire devant les tribunaux, parce qu'à mon avis, il n'a aucune chance de gagner devant les instances face à Jean-Michel Aulas. Voilà donc mon avis sur cette affaire qui effectivement est préjudiciable au FC Metz. Et avec ce match nul hier à Nice, ces 2 points pourraient nous coûter cher en fin de saison. Enfin, je dis nous parce que je me considère comme un supporter du club. Oui, donc toi tu penses vraiment que Jean-Michel Aulas a fait pression sur cette décision qui malgré tout est pas si favorable que ça à l'Olympique Lyonnais, puisqu'ils ont quand même un match à rejouer finalement et aucun point pris sur tapis vert, quoi. C'est assez... Oui, le match à rejouer, mais qui à mon avis devrait tourner en faveur de l'Olympique Lyonnais, même si on ne connaît pas le résultat final par avance. Mais voilà, c'est dans une situation délicate. Lyon n'est pas dans ses meilleurs jours également. Voilà, mais après, c'est vrai que je suivais un débat cette semaine sur l'équipe 21 où un journaliste, Grégory Schneider, pour ne pas le citer, disait quelque chose de très vrai, c'est que les présidents de clubs sont comptables du désordre en tribune. Voilà. Donc, même si malheureusement il n'y a qu'un ou 2 individus qui sèment la pagaille dans les stades, les clubs en sont responsables. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce que Eric, tu as un mot à rajouter toi là-dessus? Non, mais bon, je suis un peu circonspect sur cette affaire, mais bon, après, je me dis que c'est des supporters messins qui se sont, comment dire, autoflagellés, quoi. Ils mettent leur club en difficulté, ça c'est quand même pas bien. Alors effectivement, après, est-ce que les clubs peuvent tout surveiller? C'est ça le problème. Ils mettent des stadiers partout. Il faut pas non plus que les stades deviennent un bunker, parce que il y a déjà trop d'interdictions dans la vie courante. Donc les stades sont des lieux de liberté, mais bon, je comprends qu'en groupe, la liberté, c'est dur à assumer.
Oui, Voilà, je commenterai pas les décisions de la commission parce que j'ai pas vocation à le faire et puis de toute façon ça changera rien du tout. Mais bon effectivement le match à rejouer me paraît une solution. Mais alors après je me pose une question, qui va arbitrer ce match? Parce que là non plus, on pense au collègue qui va être dédié sur ce match à rejouer, ça va être, ça va être un match difficile. Oui. ça va être l'enfer, quoi. Enfin bon, il va falloir, ou alors aller chercher un arbitre à l'étranger. On va demander à. Non, non, mais je dis ça en plaisantant. On a des arbitres français pas forcément capables de le faire, mais bon, voilà, c'est encore un match poids, un match piège pour un collègue, et ça, c'est pénible. Eh bien, ce sera le mot de la fin, et puis on va attaquer l'actualité de la Ligue 1, la 20e journée. Jingle. Donc on va dans un premier temps parler du match qui opposait le Stade Rennais au Paris Saint-Germain, qui était arbitré par Benoît Bastien. Donc on va voir au cours de ce match plusieurs actions intéressantes, notamment l'une dans la surface du Stade Rennais, au cours d'une action sur laquelle Marco Verratti va, semble-t-il, feindre un début de simulation avant d'être fauché par le gardien du Stade Rennais. Et Benoît Bastien, l'arbitre du match, donc, va s'empresser d'indiquer que le joueur italien du Paris Saint-Germain a finalement effectué une simulation et le sanctionné d'un carton jaune. Donc le débat est assez houleux, on va dire, parce qu'il y en a beaucoup qui défendent la décision de Benoît Bastien comme étant la meilleure, et inversement d'autres qui estiment que il y aurait dû avoir pénalty sur cette action. Donc je vais notamment citer un de nos viewers sur la page Facebook. Donc je vais prendre au hasard JBepso qui nous dit très bonne décision, à vitesse réelle j'aurais sifflé, mais avec le ralenti on voit clairement que Verratti se laisse tomber. Et même plus, il cherche à appuyer sa jambe sur Costil. Donc bon, ça reflète un petit peu cette idée-là qu'on ne sait pas trop où se situer. Quel est votre avis là-dessus, Eric? C'est quoi ton avis sur la question? Alors, j'ai revu l'image aussi plusieurs fois. Alors, je veux dire que c'est une décision dure à prendre d'un côté comme de l'autre. Siffler penalty ou ne pas siffler penalty et voir que si Verratti fait effectivement une simulation. Alors après, on allait dire du gardien Costil qui dit que l'arbitre a eu raison parce que il faut pas sanctionner toutes les sorties de gardiens. On a le public, enfin les supporters de Paris qui disent qu'il y avait penalty. Moi, écoute, hein, en dernier ressort, placé où il est, à l'instant T où ça se passe, Benoît Bastien a toutes les cartes en main pour prendre sa décision. Il choisit de ne pas siffler penalty, de voir une simulation dans le geste de Verratti. Bah écoute, moi je me plie à cette décision. Après, on peut avoir un débat dessus. Hein, c'est pas, je ne détiens pas la science infuse. Il aurait pu donner penalty, il l'a pas fait. C'est qu'il avait une autre vision de l'endroit où il se tenait, et voilà. D'accord, très bien. T'as un autre avis qui diverge, toi, Lionel? Moi, je pense que on est dans une situation où la vidéo, on est en plein débat sur l'arbitrage vidéo qui a été testé lors du Mondial des clubs au Japon il y a un mois. On est dans un cas où la vidéo ne délivrera pas, sa vérité. Pour moi, si j'avais été à la place de Benoît Bastien, pour moi le penalty s'imposait parce qu'on voit effectivement que Verratti amplifie sa chute, mais on voit surtout que Verratti ne peut éviter le gardien à la sortie du gardien rennais. Voilà, donc après, c'est vrai que beaucoup ont été peut-être un peu choqués par la décision de Benoît Bastien d'avertir Benoît Costil, mais c'est effectivement... non, d'avertir Verratti. D'avertir Verratti, mais on se rend compte qu'il a été cohérent du début à la fin, puisque s'il estime qu'il y a simulation, il doit avertir Marco Verratti. Alors, j'ai eu écho également d'un débat sur une radio nationale samedi où un journaliste pensait ou estime que Verratti est pris pour cible par de nombreux arbitres depuis son arrivée en France au Paris Saint-Germain. Voilà. Oui, moi je me prononcerai pas là-dessus, disons qu'il mérite bien cette prétendue
ce prétendu ciblage. Mais moi j'ai une question plus technique sur l'arbitrage que je me suis réservé de vous poser à cet instant T. C'est en termes techniques. Quand il y a une faute qui est simultanée, on est d'accord que la décision de l'arbitre va être de reprendre par une balle à terre. En l'occurrence, ici, si Verratti effectue une simulation en même temps que l'équipe du Paris Saint-Germain subit une faute, l'arbitre devra renvoyer le jeu par une balle à terre. Là-dessus, on est d'accord. Maintenant, c'est une question qui n'existe pas, pour avoir passé les questionnaires fédéraux, c'est une question qui n'existe pas encore au jour d'aujourd'hui. Les questionnaires fédéraux. Est-ce qu'on peut estimer que la simulation de Marco Verratti serait antérieure à la faute qu'il a subie? Et dans ce cas, aux yeux des lois du jeu, effectivement, il faudrait siffler plutôt une simulation, plutôt un penalty. Bon, après, mon avis là-dessus, c'est qu'on peut pas juger comme ça. Effectivement, moi, à la place de Benoît Bastien, j'aurais aussi pensé siffler un penalty. Maintenant, la question se pose, est-ce que le fait qu'on voit bien que Marco Verratti tente au départ d'en rajouter, de simuler, c'est ce que voit Benoît Bastien, et il change pas d'avis là-dessus, il siffle la simulation. Maintenant, est-ce qu'on doit considérer, petit a, il y a une simulation, ensuite il y a faute, mais comme il y a simulation, il faut siffler la simulation? C'est une question qu'on pourrait se poser, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, je pense que je vais donner une réponse d'arbitre de handball qui vaut pour les arbitres de foot. C'est qu'en fait, il faut voir la faute d'une manière chronologique. Quelle est la première faute détectée? Si pour Benoît Bastien, c'est la simulation, quoi qu'il se passe derrière, ça sera forcément une simulation. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il est parti sur cet aspect simulation. Donc son avis ne va pas changer en cours de route, puisqu'il est parti sur une simulation de Verratti. Il reprendra par un coup franc indirect pour la défense. En aucun cas, une sanction technique à ballon en jeu ne peut reprendre par une balle à terre. Enfin, c'est un peu spécial ce que tu me dis là. Mais, si, en cas de faute simultanée des deux équipes, la reprise du jeu, c'est une balle à terre, hein, Eric. Il n'y a jamais de faute simultanée. Si, ça existe les fautes simultanées. Dans un questionnaire, on va citer par exemple le numéro 10 de l'équipe A commet une faute, je sais pas, commet un tacle. Au même moment, un joueur de l'équipe adverse frappe, je sais pas, le gardien de but. Tu me trouves ça dans les règles du jeu de cette année, remise à jour? Ah oui, ouais, moi je trouve ça dans les questionnaires sans problème, ouais. Ouais. Non, mais après, parce que ça me fait penser à l'entre-deux au basket, qui a été changé d'ailleurs. Il donnait entre-deux quand il y avait une faute simultanée, un joueur qui allait chercher le ballon à terre avec une faute sur lui. Donc, mais au foot, c'est quelque chose, c'est un cas concret qui existe quasiment pas en match. Je suis d'accord, mais la question a été traitée et sujet de questionnaire. D'accord, ok, très bien. J'ai dû faire l'impasse dessus. Non, mais en cas de faute simultanée, il n'y a jamais. Enfin, sur le terrain, en tant qu'arbitre, il n'y a jamais de faute simultanée. C'est toujours une chronologie. Donc, par rapport à ton placement, tu vois une faute avant et puis une faute après. Tu vois chronologiquement un défilé de fautes et tu juges par rapport à la première intention. Voilà, ça n'est que mon avis. Hein. Ouais. Rien à rajouter de ton côté, Lionel? Non, c'est bon pour moi. Bon, et bien très bien. Et ben on va passer à l'action suivante justement qui concernait cette fois-ci le match entre Lorient et Guingamp, disputé donc à Lorient et arbitré par Sébastien Desiège. Desiège, tout à fait. Donc sur cette action, on va se rendre compte finalement que un des attaquants vedettes du club Lorient, à savoir Majid Waris, alors que son équipe était menée 1-0, va se rendre coupable d'un geste répréhensible, à savoir un coup de pied sur son adversaire qui venait lui disputer le ballon. Alors Sébastien Desiège a, semble-t-il, vu la faute et l'a sanctionné d'un carton jaune. Alors faut savoir qu'à ce moment-là du match, mettre un carton rouge, c'était peut-être malvenu. Malgré cela, la suite de la rencontre va peut-être nous faire avoir quelques regrets sur cette action, puisque Majid Waris va obtenir un penalty et inscrire un doublé pour les joueurs de Lorient qui s'imposeront finalement 3-1. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faut en vouloir à Sébastien Desiège de ne pas avoir exclu Majid Waris sur cette action? Je vous pose la question. Lionel, qu'est-ce que tu en penses? Voilà une situation où la vidéo aurait réglé le problème en quelques secondes. Bon, force est de constater que Waris aurait dû être expulsé, hein, les images parlent d'elles-mêmes. Maintenant, il reste à savoir si Sébastien Desiège adressera ou non un rapport complémentaire
à la Ligue de football professionnel, ce qui sera probablement le cas dans 9 chances sur 10. Et donc, Majid Waris devrait être peut-être d'abord suspendu à titre conservatoire et suspendu par la suite par la commission de discipline qui va statuer sur son cas jeudi. Et ouais. Voilà, donc attendons jeudi, mais en tout cas, oui, ce geste méritait l'expulsion sans problème. Qu'est-ce que t'en penses toi de ton côté, Eric? Alors, j'en pense que effectivement, la faute est susceptible d'apporter un carton rouge, mais encore une fois, de sa position, je comprends que l'arbitre ne l'ait pas sorti. Sébastien Deciage n'est pas non plus translucide. Il peut pas savoir que le joueur qui n'exclut pas à ce moment-là va marquer, va faire un doublé derrière, ou voilà. Ce sont des faits de jeu. Moi, je veux bien commenter avec vous ce genre de choses, mais encore une fois, ça n'est qu'un fait de jeu, quoi. Donc est-ce qu'un rouge là-dessus c'est systématique? Parce que par exemple, je vais prendre un commentaire de Giuseppe Scanu qui nous dit mettre rouge n'aurait-il pas envenimé le match? Mettre rouge, c'est surtout faire appliquer le règlement là-dessus. Moi personnellement, j'aurais pas pu prendre de décision. Sous-entendu, j'aurais eu du mal à mettre un carton rouge directement. Est-ce que cette action c'est rouge systématique, d'après vous? Encore une fois, on ne juge nous que par rapport à des images vidéo. On n'a pas la vision de l'arbitre au moment où il est dans le match, où il sent la nervosité, ou si le match est pas tendu, ou s'il a encore la main sur le match. Ce sont des choses à prendre en compte dans la manière d'aborder les sanctions disciplinaires derrière. On peut très bien aussi, un rappel à l'ordre, forcément, ça ne se justifiait pas là-dessus. Un carton jaune sûrement, un carton rouge peut-être, mais bon, à ce moment-là du match, Sébastien Deciage était sûr d'avoir la main sur le match et de ne pas faire déborder les choses en mettant un carton rouge. Alors, effectivement, comme l'a dit Lionel, il va peut-être adresser certainement d'ailleurs un rapport complémentaire à la commission de discipline. On verra derrière, mais ce qui n'empêche que les 2 buts ils ont été marqués, ça on reviendra pas dessus. Hein. Tout à fait. Bon, et bien écoutez, ce sera le mot de la fin pour cette action, et on va passer justement la dernière polémique du week-end. C'était justement le match de dimanche soir en prime time entre l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco. Donc c'était un match arbitré par Clément Turpin. Et pour le coup, on a vu un très très beau match de football. Là-dessus, il n'y a pas grand chose à dire. Mais je vais vous laisser regarder la vidéo et vous faire votre propre avis vous-même. Est-ce que ton équipe n'a pas été à la hauteur ce soir de cette rencontre? Si, je pense que si. Surtout en première période. Le problème, c'est qu'au lieu que le résultat soit de 2 partout à la mi-temps, parce que le deuxième but de Monaco est entaché d'une faute sur Florian Thauvin. Il va chercher Silva. Heureusement, le vainqueur était vigilant. William Vainqueur. Thauvin qui est poursuivi par Sidibé, qui n'a pas hésité à se recentrer pour aller poursuivre Thauvin. Et là, Falcao face à Pelé et puis Bafé Gomis, son but est tout à fait valable. Donc au lieu de faire 2 partout, ça fait 1-3. Et le match, il est mort. Voilà, simple. Thauvin qui demande le ballon. Lopez par-dessus, Bafé Gomis, hors-jeu. Il y avait un jeu au départ. Alors les Marseillais qui ont l'ambition de revenir au score, c'est évident, c'est logique. Non, il n'y avait pas hors-jeu, justement. Non, c'est pas qu'il y avait hors-jeu dans le match. Il est couvert par Touré à droite. Grosse erreur d'arbitrage parce que c'était une occasion. C'est un but. Il avait marqué, Bafétimbi Gomis. Mais Sobasic ne joue pas le coup à 100% quand même. Il pas entre les jambes. Et je suis à côté de Bounassa. Avec cette première mi-temps arbitrée comme ça devient injouable. Voilà, tout simplement. Même si on a vu que quand même il y a eu des défaillances défensives, c'est vrai, dans ce match-là, il faut dire les choses comme elles sont. On avait l'habitude de voir Marseille ici très solide. Là, ce soir, on a peut-être aussi la limite du niveau marseillais défensivement.
Non, je veux pas accabler mes joueurs. Non, moi non plus. Je peux pas accabler mes joueurs sur une première mi-temps comme elle était. C'était beau au niveau du spectacle. C'était 2 erreurs à l'encontre de l'Olympique de Marseille. Donc sur un match comme ça contre une équipe de Champions League, voilà, ça devient compliqué. C'est ta vraie analyse, sincèrement, quand après tu vas, je veux dire, à chaud, à froid peut-être te dire que bon, quand même il y avait un écart. Quand même, c'est vrai que sincèrement, on a senti quand même une maîtrise de la part de Monaco qui était assez importante. Bah certes, mais moi j'aurais voulu voir ce match-là 2 partout comme ça aurait dû être à la mi-temps. Tu vas rester là-dessus. Il me semble. Il avait main derrière, sur la porte. Lui, il le sait, je lui ai dit, tout le monde a le droit de se tromper, eux aussi, mais sur un match comme celui-là, d'une importance comme celui-là, voilà, 2 erreurs en notre défaveur, ça fait beaucoup. Merci Rudy, merci à toi. Donc comme on l'a vu, on a pu voir Rudy Garcia se défausser complètement et totalement sur l'arbitrage de ce match, notamment la première mi-temps, puisqu'il remet en cause dans un premier temps le deuxième but de l'AS Monaco qui serait prétendument entaché d'une faute sur son joueur Florian Thauvin. Et dans une deuxième partie, il va reprocher le hors-jeu sifflé à l'encontre de Bafétim Bigomis, qui, il est vrai, a été sifflé à tort, comme n'ont pu nous le montrer les images. Malgré tout, le but est difficilement jugé comme peut être difficilement jugé comme valable, puisque l'arbitre avait sifflé bien avant que l'attaquant marseillais frappe le ballon. Donc pour vous, qu'est-ce que vous pensez de la réaction et de la manière de se défausser de Rudy Garcia sur la prestation de son équipe, mettre en cause l'arbitrage? Est-ce que d'après vous, faut lui reprocher? Est-ce qu'il a à moitié raison, à moitié tort? Qu'est-ce que vous en pensez? Lionel, tu en penses quoi? Sur ce match, effectivement, Rudy Garcia a des circonstances atténuantes. On parlait évidemment, bien sûr, du but hors jeu refusé, du but qui allait être marqué. Sur le contact entre Thauvin et le joueur monégasque, ça peut se siffler ou non. Ce soir encore, sur iTélé, Bruno Derrien évoquait ce contact, ce duel, qui en Angleterre n'aurait pas été sanctionné. Donc là, on peut l'admettre. Par contre, il y a également une situation où Rémi Cabella, qui s'en est également pris à Clément Turpin dans la journée, a été contraint de se voir administrer 7 points de suture par rapport à une semelle de Djibril Sidibé en tout début de match, qui n'a pas été sanctionné d'un coup franc et qui aurait certainement mérité un avertissement. Donc voilà, bon, on sait que le Marseille-Monaco déjà de la saison dernière n'avait pas réussi à Clément Turpin. Son assistant Nicolas Danos, qui est donc directement concerné par le but refusé, avait déjà la saison dernière accordé 2 buts qui n'auraient pas dû l'être à l'Olympique de Marseille, donc c'est pas simple. Puis bon, Rudy Garcia, on sait que c'est un entraîneur assez sanguin qui vit ses matchs avec beaucoup d'intensité. Donc bon, voilà, est-ce que ça a été dit sur le coup de la frustration et de la colère? Voilà, c'est pas non plus quelqu'un qui est dans l'insulte. Rudy Garcia, il faut le savoir. Tu as un avis, toi, Lionel, sur la question? Lionel, Eric, excuse-moi. Ah oui, moi j'ai un avis sur la question. J'ai développé ça sur le blog. Je pense que se défausser complètement d'un résultat sur l'arbitre, ça devient une habitude en Ligue 1. De toute façon, ça devient toujours la faute de l'arbitre. Alors effectivement, après on peut se poser des questions, on peut voir ce qui s'est passé, mais de toute façon, ça ne change pas le résultat. Donc, on peut demander à ce qu'ils reconnaissent leur faute, mais ça ne change pas le résultat. Ça amène quoi? Ça amène des polémiques inutiles. Ça amène des débats de part et d'autre par la presse, par les chroniqueurs. Moi, je suis à mon avis, c'est sur le football amateur que tout ça rejaillit, parce que si on commence à mettre systématiquement les défaites, parce que faut voir aussi qu'avant cette faute, avant cette non-intervention, cette intervention de Rudy Garcia, il y a eu pendant ce match un nombre incalculable de buts, de positions de buts ratées par Marseille. Tout le monde l'a reconnu. Marseille, même les supporters marseillais, que Marseille n'avait pas été à la hauteur, mais plutôt que de reconnaître la supériorité de son adversaire, on préfère s'en prendre systématiquement
à l'arbitre. Alors, au bout d'un moment, ça commence franchement à m'énerver. Bon, après, chacun a le droit d'avoir ses idées, chacun a le droit d'avoir son avis sur la question, mais franchement, ne retenir que de ça, que du match, c'est quand même triste. Alors, je reconnais que Rudy Garcia n'a pas été insultant, juste un tout petit peu méprisant, mais bon, voilà, c'est la vie de la L1, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais il y a un détail qui peut paraître peut-être assez anodin, mais Clément Turpin, hier soir, dirigeait son 3e match en une semaine. Oui, oui. Il était dimanche dernier à Sainte-Geneviève-des-Bois pour un 32e de finale qui était initialement prévu le samedi, reporté au dimanche suite à des conditions météo difficiles. Le mardi, il était à Nantes en Coupe de la Ligue, et le dimanche, on lui confie un match. On lui confie l'affiche de la 20e journée de Ligue 1. Je trouve pas ça très, très intelligent dans la gestion de la direction technique de l'arbitrage. Je pense qu'il aurait été judicieux, par exemple, de lui retirer le quart de finale de Coupe de la Ligue qui aurait pu être confié à un autre arbitre. Hein. Il y en a quand même assez qui sont actuellement disponibles, même si on a quelques blessés et des arbitres qui ont échoué au test physique. Oui. Mais on l'a pas préparé. Il n'a pas préparé, à mon avis, son match dans les meilleures conditions. Voilà. Même si Clément Turpin fait partie aujourd'hui du groupe des arbitres d'élite. Voilà, il faut savoir aussi le ménager de temps en temps. Et on voit bien maintenant que Buquet, une fois c'est Buquet, une fois c'est Turpin. Là, on risque de faire face à un problème qui, tout simplement, si ces deux arbitres-là sont confrontés à d'éventuelles polémiques, même stériles, même qui n'ont pas eu lieu d'être, par exemple avec Rudy Buquet lors de Monaco-Lyon, les gros matchs vont arriver. On a Lyon-Marseille cette semaine, on a Paris Saint-Germain-Monaco la semaine d'après, Monaco-Nice, Saint-Étienne-Lyon. Vous vous rendez compte? Donc voilà, il faut penser aussi aux arbitres qui existent aussi derrière Turpin et Buquet. Je pense notamment à Benoît Bastien et puis Tony Chaperon qui revient de blessure, qui a repris à Amiens samedi après-midi. C'est vrai, c'est bien vu. Eh bien, écoutez, je n'ai rien à rajouter personnellement. Je sais pas si c'est ton cas de ton côté, Eric. Non, rien à rajouter. Seulement, bon, je me dis que un arbitre professionnel, il doit se répondre aux convocations qu'on lui adresse. Alors, je comprends bien qu'un match de Coupe de France, même si c'était un match entre une CFA et une Ligue 1, c'était pas, ça a pas, franchement, ça ne l'a pas systématiquement ou entamé physiquement. Mais bon, j'entends ce que dit Lionel Schneider en dessus. Ça peut se comprendre, mais dans les faits, effectivement, quand on a autant d'arbitres qui sont sur la touche pour des raisons d'échec au test physique, et puis il faut savoir aussi que les arbitres ne peuvent pas arbitrer toujours les mêmes clubs. Donc on voit que un coup c'est Rudy Buquet qui fait PSG Monaco, un coup c'est qui fait Lyon. Les autres arrivent derrière. Comment dire, le renouvellement des cadres est en cours, mais à un moment donné, il va falloir se poser la question, effectivement. Mais bon, moi je pense quand même que si Clément Turpin n'est pas capable de faire trois matchs en 9 jours, c'est grave, quoi. Eh bien, écoutez, je crois qu'on va terminer là-dessus. Moi, je vais vous souhaiter à tous une très très bonne soirée, et puis je vous dis à la semaine prochaine, du coup. Allez, bonne soirée tout le monde. Merci à vous. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée.